Tu te souviens de ton premier baiser, mais tu sais aussi que Paris est la capitale de la France. Ces deux souvenirs, ils sont stockés au même endroit? Eh bien en fait pas du tout, et c'est tout l'enjeu de ce chapitre. Ta mémoire à long terme, c'est pas un sac fourre-tout, c'est plusieurs systèmes distincts qui travaillent en parallèle. On va commencer par la grande famille, la mémoire explicite, aussi appelée déclarative. C'est tout ce que tu peux évoquer consciemment et formuler avec des mots. Elle se divise en deux sous-systèmes. Le premier sous-système, la mémoire épisodique. C'est la mémoire de tes expériences personnelles situées dans le temps et l'espace. Trois caractéristiques sont à retenir. Le contexte, donc le quand, et le où, les émotions associées et son caractère subjectif. L'exemple typique, c'est le souvenir de ton dernier anniversaire avec les détails sensoriels, l'odeur du gâteau, la musique de fond, tout ça. Deuxième sous-système, la mémoire sémantique. C'est la mémoire de tes connaissances générales sur le monde et celle-là, elle est indépendante du contexte d'apprentissage. Tu sais que Paris est la capitale de la France, mais tu te rappelles pas du moment où tu l'as appris. Pareil pour la définition d'un concept de psycho, tu la connais, mais sans contexte personnel autour. En gros, épisodique, c'est ton journal intime mental, c'est je me souviens que, avec un contexte. Sémantique, c'est ton encyclopédie intérieure, c'est je sais que sans contexte personnel. Et dans les deux cas, ça demande un effort conscient de récupération. Et c'est ça qui fait que c'est explicite. On passe à l'autre grande famille, la mémoire implicite, aussi appelée non déclarative. Là, gros changement, elle fonctionne de façon inconsciente et ne se traduit pas par des souvenirs verbalisables. Elle influence tes comportements et tes automatismes sans que tu t'en rendes compte. Trois formes principales sont à connaître. Première forme, l'apprentissage procédural. Ce sont tes compétences motrices et tes habitudes automatisées par la pratique. Faire du vélo, taper au clavier, nager. Et attention, chose très importante, c'est très stable dans le temps et résistant à certains troubles mnésiques. On y reviendra juste après. Deuxième forme, l'amorçage ou le priming en anglais. Là, le délire, c'est que l'exposition antérieure à un stimulus facilite son traitement ultérieur sans aucun souvenir conscient de cette exposition. En gros, tu reconnais plus vite un mot que tu as déjà vu, alors qu'en fait, tu as zéro souvenir de l'avoir vu. Ton cerveau, lui, s'en souvient. Troisième forme, le conditionnement. Ce sont des apprentissages associatifs. Deux grands noms à connaître, le conditionnement classique de Pavlov et le conditionnement opérant de Skinner. Ça s'installe sans rappel conscient et ça modifie tes réactions comportementales et émotionnelles. Tu peux avoir peur d'un truc sans te souvenir d'où vient cette peur. Donc, ce que tu dois retenir pour les trois, il n'y a pas de rappel volontaire possible. Procédural égale automatisme moteur résistant à l'amnésie, amorçage égale facilitation perceptive ou conceptuelle inconsciente. Sans oublier, ce qu'on vient de voir, c'est que le conditionnement égale apprentissage associatif vu par Pavlov et Skinner. Attention à un piège. Les patients amnésiques peuvent perdre leur mémoire épisodique tout en gardant leur mémoire procédurale intacte. Un patient amnésique sait toujours faire du vélo. Pourquoi? Parce que ce sont deux systèmes distincts qui reposent sur des substrats neurologiques différents. L'hippocampe est central pour la mémoire explicite, mais pas pour la procédurale. Et c'est exactement ce que montre la préservation de la mémoire procédurale chez les amnésiques. Les deux familles sont indépendantes. On enchaîne maintenant sur la consolidation et l'oubli. Parce que avoir une trace mnésique, c'est bien, mais encore faut-il qu'elle dure. La consolidation, c'est le processus qui transforme tes traces mnésiques fragiles en souvenirs stables. Et là, le sommeil joue un rôle clé. Ce qu'on appelle la consolidation hippocampo-corticale, ça se passe pendant que tu dors. En gros, réviser juste avant de dormir optimise la consolidation parce que le sommeil qui suit consolide les apprentissages de ta journée.
Si tu pars en soirée après une grosse session de révision, tu as un petit peu perdu ton après-midi. Côté oubli, tu as 3 causes possibles. La dégradation pure et simple de la trace, l'échec de récupération, où la trace existe mais reste inaccessible, et l'interférence qui se décline en 2 versions. L'interférence proactive, c'est quand tes anciens souvenirs perturbent l'apprentissage et le rappel des nouveaux. Tu connaissais ton ancien numéro de téléphone par cœur, mais ça te bloque pour le retenir de nouveau. L'interférence rétroactive, c'est l'inverse. Les nouvelles informations perturbent le rappel des plus anciennes. Tu connaissais ton ancien numéro de téléphone par cœur et ça te bloque pour retenir le nouveau. L'interférence rétroactive, là c'est l'inverse, les nouvelles informations perturbent le rappel des plus anciennes. Tu as appris une nouvelle langue par exemple et ton vocabulaire de l'ancienne commence à s'effriter. La chose à retenir, c'est que l'oubli n'est pas toujours une perte définitive. Très souvent, c'est juste un échec de récupération. La trace, elle est encore là, elle est juste inaccessible sur le moment. Un indice peut suffire à la réactiver. Donc avant de dire j'ai oublié, essaye de te donner un indice de contexte pour t'aider.